Et ce qui est intéressant, c'est de revenir un peu sur la culture en disant, parce qu'on a souvent une approche archéologique de la culture. Et la culture n'est pas que archéologie. C'est une production ancienne, mais elle est aussi en production permanente. D'où tout le développement qu'elle a fait sur les adaptations qui ont eu à se faire vu les contraintes que les gens ont vécues qui n'étaient plus les miens, les mêmes qu'avant. Donc, ils ont adopté les temporalités, ils ont adapté les contenus, ainsi de suite. Ils ont progressé dans la production de leur imaginaire. Parce que les situations sociales vécues ont changé. Au fondement des imaginaires, il y a les situations vécues. Moi, je suis entre guillemets, j'aime pas bien le mot, mais c'est pour aller vite, je suis un développeur. Pour vous dire dans quel contexte je travaille pour parler de recherche, action, formation. Très prosaïquement, on fait des projets pour aller vite. Hein. On part, soi-disant, d'études de milieu mobilisant la population. Dans bien des cas, ce qu'on appelait études de milieu, c'était l'imaginaire de l'intervenant qui se projetait sur les populations et sur leur situation locale. Et ce qui était intéressant, c'est quand ils retrouvaient leurs imaginaires, ils justifiaient, ils refondaient leur légitimité à intervenir. Alors même s'ils, soi-disant, ils passaient par le truchement d'études entre guillemets scientifiques qui débouchaient sur des résultats soi-disant objectifs qui n'en étaient aucunement. Parce que la relation psychologique que le chercheur avait avec la situation et avec les enquêteurs eux-mêmes ou les populations enquêtées, elle était aussi à la base de tous ces comportements qu'il a eu. Et donc, quand vous parlez avec les gens, non seulement vous projetez vos imaginaires sur eux, mais eux aussi projettent leur imaginaire sur vous. Parce que pendant longtemps, on a pensé qu'il n'y avait que nous qui faisions le développement. C'est-à-dire qu'on était dans un processus où c'est l'intervenant extérieur qui avait l'initiative, qui comprenait, qui avait l'initiative et le contrôle et le monopole des initiatives et qui orientait, manipulait, je dirais même manipulait. Parce que, et on a très vite compris que arroseur arrosé ou animateur animé, ceux qui prétendaient être animateurs que nous étions de fait animés par les populations elles-mêmes, qui fonctionnaient à partir de leur propre imaginaire que nous ne pouvions pas comprendre et qui étaient mobilisés dans la relation qu'on avait avec eux. Et ça, c'est fondamental et ça m'amène à dire, mais c'est quoi la culture? Mais la culture, c'est tout ce qui peut distinguer un groupe d'un autre, à la fois dans ses façons de penser, et donc c'est important de ramener la pensée, ou même l'idée de recherche, ou en tout cas la science, comme une culture. Oui, c'est la culture d'un groupe de personnes données qui ont des outils, qui partent d'imaginaire quelconque, peu importe à quelle échelle ils le ramènent. Alors, ils supposent qu'eux développent des choses qui ne sont pas entachées de subjectivité, alors qu'en fait, c'est tout à fait le contraire. Ils baignent complètement dans leur propre subjectivité et ensuite, ils refusent aux autres d'avoir une quelconque subjectivité puisque la leur, elle doit subordonner celle avec des gens avec qui ils travaillent. Alors, dès le départ, moi, j'ai pensé que c'est une subjectivité contre une autre. Et ce qui est intéressant, c'est pas d'imposer une objectivité quelconque, mais de développer une relation interactive entre plusieurs subjectivités. C'est ça qui nous avait amené, par exemple, à créer un programme qu'on appelait pédagogie Jobas, du nom d'un terroir sérère où on avait travaillé, où on avait observé la cohérence de tout ce que pensaient les paysans et que les paysans baignaient dans un univers propre, culturel propre, par opposition à celui des techniciens qui intervenaient et aussi qui étaient enlisés dans leur propre univers culturel. Et pendant longtemps, les techniciens refusaient qu'ils étaient dans des univers culturels propres. Et la difficulté, c'est que s'ils le refusent, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas communiquer. Ils sont dans des relations de domination. Et ce qui se passe, c'est s'ils comprennent qu'eux aussi sont dans des univers culturels, ça veut dire qu'on est complètement dans une relation de domination et qu'on veut dominer par une soi-disant objectivité quelconque qui résulte d'une approche, je ne sais pas, on l'a dit, la science, mais je ne crois pas à la science. Je ne crois plus à la science parce qu'elle n'a fait que, jusqu'ici, elle n'a fait que fonder la supériorité de certains sur d'autres.
quand on parle de sciences économiques aujourd'hui, c'est elle qui a fondé le fait que notre CFA, il est ce qu'il est, et que de toute façon, il doit être inférieur aux autres. Mais quand on parle de CFA, on ne parle plus de souveraineté de ceux qui font ce CFA, et que ce qui détermine, en tout cas, on peut dire que le CFA appartient à la France, mais en tous les cas, c'est soi-disant à partir de nos propres ressources économiques qu'on l'ouvre, alors qu'il n'y a plus de relation entre notre CFA et puisque de toute façon, on est complètement, totalement riche, mais on est aussi totalement pauvre si on les rapporte à la science qui fonde et légitimise et justifie cette inégalité, cette injustice. Donc, est-ce qu'on peut parler de science quand la science est partisane? Elle est partisane, elle n'est pas une science, puisqu'elle prend parti pour un rapport de force quelconque. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de débusquer ces questions-là. Et à partir de ce que nous avons vécu dans nos relations avec les populations, pour les orienter, soi-disant, vers un développement. Mais un développement qui ne découle pas d'imaginaire comme celui-là, mais un imaginaire qui est simplement le résultat de notre propre réflexion et que nous, de toute façon, par des truchements divers, nous cherchons à imposer aux gens. Parce que quand on parle d'autonomie pour les gens, on leur parle d'autonomie isolée. C'est-à-dire que eux doivent, si tu crées une activité économique, tu dois accumuler et penser à ton autonomie individuelle, à ton accumulation individuelle. Alors que les gens vont te rappeler, quand tu cherches, ne cherche pas des hommes, cherche pas de l'argent, cherche des hommes. Hein? Ouais, ni Taïgaraba. Comme il dit, ni Taïgaraba. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on toujours te ramène vers le groupe. Et on ne peut pas s'autonomiser sans le groupe. On est dans un groupe et on interagit avec un groupe. Mais on a aujourd'hui un système de pensée qui est complètement à l'opposé de cette approche, à mon avis, intéressante. Et qui, évidemment, quand il vous dit, vous réfléchissez complètement avec la science, il n'y a plus d'imaginaire, parce que tout est réglé par la science. Moi, je vais régulièrement en Casamance, à Oussouye en particulier, et ce que j'ai remarqué, c'est la relation étroite entre les imaginaires des Diola et la résilience dans un contexte où l'environnement est extrêmement fragile. Et les fétiches sont là, fort puissants, quand les comment on les appelle, les missionnaires sont arrivés, ils ont cassé complètement les familles, parce que ceux qui croyaient à l'église catholique, et ceux qui ne croyaient pas, c'était des diables. Et donc, beaucoup de familles ont vécu des violences très grandes au moment où l'église s'installait. Et aujourd'hui, de plus en plus, il y a un retour vers la culture traditionnelle. Et dans la culture traditionnelle se fonde toute la relation entre la communauté et son environnement. Et quand on parle de culture, c'est aussi des systèmes de valeurs. C'est pas seulement de l'imaginaire, c'est des valeurs, c'est des traditions, c'est tout ça. Mais c'est pas des traditions à rapporter dans le passé, qui sont à la fois, on les a reçus en partie de nos parents. Mais ils sont en production, on les produit en permanence. La culture est en production. C'est pourquoi peut-être ce que vous faites là, c'est important. C'est pas pour nous ramener au passé. C'est pour que, enracinés dans un passé, nous nous projetions dans un futur. Sans imaginaire, il n'y a pas de futur. Et s'il n'y a pas de futur, il n'y a pas de vie sur Terre. Et l'homme a besoin de stabilité, quel que soit ce qu'il remplit, ce qu'il se donne comme réponse aux questions existentielles qu'il se donne. Soit tu fermes les yeux et tu crois que c'est la science qui règle les problèmes existentiels de la réalité de Dieu ou pas la réalité de Dieu, ça c'est ton problème. Soit c'est la science ton Dieu, soit c'est Dieu à travers les religions traditionnelles, soit c'est ton Dieu à toi. En tout cas, ce qui est important dans la notion de Dieu, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, et soi-disant qui réglementent, avec lesquelles il faut négocier en permanence, mais au quotidien. Et la première négociation, c'est avec mes protagonistes. Mes protagonistes, eux aussi, sont fondés sur des imaginaires. Ils se projettent différemment sur une situation commune.
Et chacun a une projection personnelle sur cette côte. Et donc la situation qu'on vit est une situation de confrontation et de recherche permanente vers un objectif qu'on se donne. Parce qu'on ne se donne pas des cultures sans, comme disait le roi Gourand, sans finalité sociétale quelconque. C'est-à-dire que si on a un imaginaire, c'est au service de quoi? C'est au service de la pérennité d'une communauté. Donc la culture est aussi au service d'une pérennité à laquelle chacun apporte sa contribution. Et elle est riche de la personnalité de chacun et des capacités de projection de chacun. Alors si vous venez avec vos sciences économiques ou ensuite votre développement, tel que nous avons été instrumentalisés à le généraliser, il n'est pas celui qui est vécu ou souhaité, sauf si on a réussi notre colonisation phase seconde. On a beaucoup réussi, mais de toute façon, comme on est dans l'impasse, on est à la recherche d'une nouvelle alternative. Et cette alternative, il faut la créer avec l'imaginaire de chacun et mobiliser chacun à la recherche d'une alternative parce qu'aujourd'hui, on est dans l'impasse. Tout ce qu'on a refusé dans notre rapport à l'environnement se pose aujourd'hui comme une exigence. Il faut qu'on apprenne à vivre une complicité réelle entre communauté et environnement. C'est pas comme nous disions, nous, à Enda, environnement et développement. Non, le développement est une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est à laquelle nous sommes parvenus. Ce qui est important, c'est d'émanciper chaque communauté à reconstruire sa complicité avec son environnement. Et ensuite, à échanger entre eux. L'avenir de la planète ne peut pas être ailleurs que dans cette négociation permanente entre communautés émancipées, communautés émancipées en rapport étroit avec son environnement. Et donc, il s'agit d'environnement à la fois au singulier et au pluriel. Parce que l'environnement de tel ou tel endroit n'est pas le même que. Et comment pourrait en être autrement si nous-mêmes, nous sommes le résultat de ce rapport à l'environnement? Qu'est-ce que nous mangeons? C'est ce que notre environnement nous donne. Et si on refuse de manger ce que notre environnement nous donne, on comprend bien pourquoi le riz qui vient d'ailleurs nous pose beaucoup de problèmes. Peut-être ce qu'on peut observer, c'est la science, c'est la santé physique tout de suite. Mais on ne sait pas si ça n'a pas de conséquences sur la santé intellectuelle. Parce qu'on mange quelque chose qui est en incohérence avec notre milieu. Apprenons à être cohérents avec notre milieu. Et essayons de considérer que la nature, c'est un partenaire important. Les Lébous le savent à leur manière. Et si tu vas en Casamance, de moins en moins, si tu enlèves le Oussouye, c'est très vert, où tu as des fétiches un peu partout, il y a le roi, etc. Et il y a une forme de gouvernance qu'on n'aurait qu'une chose à faire, d'aller apprendre de ces gens-là et non pas chercher à les subordonner. Aujourd'hui, il y a une caste qui contrôle tout ça et la grande majorité est hors des conditions d'exercice de leur citoyenneté. Donc quand on parle de démocratie, il faut parler de la démocratie de la caste, mais il ne faut pas parler de la démocratie du Sénégal, parce qu'il n'y en a pas. Et il n'y a qu'une seule chose à faire, mobiliser les imaginaires et tout refonder sur la base des imaginaires du peuple. Comme eux aussi, ils ont une forme de gouvernance exemplaire qu'on a abandonnée complètement. Si on veut refonder une société démocratique, il faut mobiliser les imaginaires et déduire de ces imaginaires toutes les réponses aux questions qu'on se pose pour vivre ensemble, c'est-à-dire comment gouverner, comment distribuer équitablement, comment faire que chacun accède aux services de base, etc. etc.